Avec près de 110 000 vols quotidiens et plus de 4 milliards de passagers transportés en 2018, l'avion s'affirme comme le moyen le plus sûr de se déplacer d'un point à un autre de la planète, quelle que soit la distance à parcourir. Opérer un tel volume de trafic dans un cadre sécurisé ne peut s'envisager sans une réglementation internationale définissant son organisation dans les moindres détails. Depuis 100 ans, juristes et techniciens de l'air échangent, partagent et prescrivent normes et recommandations pour rendre le ciel plus sûr. Une histoire qui débute au temps des pionniers. Le paysage aéronautique des années 1910, c'est le paysage des pionniers. C'est ce qui succède à l'exploit de Louis Blériot, qui traverse donc la Manche en juillet 1909. C'est le premier vol international marqué par la présence d'un douanier à l'arrivée à Douvres. Donc c'est un exploit. On change donc de dimension dans le domaine de l'aventure aéronautique. Et le mois suivant, d'ailleurs en août, a lieu la grande semaine de l'aviation en Champagne, qui rassemble 500 000 personnes, parce que l'aviation, c'est un spectacle avec des records, des prises de risques et donc des accidents aussi qui font que ces 500 000 spectateurs sont assez enthousiastes et impressionnés. Face à cette nouvelle activité, comment réagissent les politiques au plan vraiment normatif et de la vraie réflexion sur le terrain du droit? Ça a commencé à partir de 1910. Avec une première proposition, un premier projet de convention internationale à la suite de la réunion d'une conférence à Paris, d'activités vraiment d'expérimentation, d'activités de pionniers. L'aviation commençait à démontrer qu'elle allait pouvoir rentrer dans une phase de massification. Le souci va être double. D'une part, dire c'est une nouvelle activité, elle est intéressante, il faut qu'elle puisse se développer. Mais en contrepartie, elle peut présenter des risques. Pour ceux qui sont dans les machines, bien sûr, mais aussi peut-être pour les personnes au sol. Il ne faut pas oublier que les Gaulois n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Donc ces nouveaux engins volants peuvent inquiéter. Et donc on va chercher très vite à encadrer l'activité par des textes qui permettront en même temps qu'elle se développe, mais en sécurité. Et donc les premières interventions en la matière, et je pense notamment ici au décret au gagneur du 21 novembre 1911, ont visé à garantir la sécurité des biens et des personnes survolées. Et on va reprendre dans le décret au gagneur certaines règles qui avaient déjà été avancées dans le cadre du projet de Convention de Paris de 1910. Dans sa note de présentation, Victor Augagneur écrit au président de la République: la Commission a cherché les moyens de protéger d'une part le public contre la gêne ou les risques que peut lui occasionner la circulation aérienne, et d'autre part les aviateurs contre les dangers que leur font courir leur imprudence, leur témérité ou les vices de leurs appareils, et la phrase très importante, tout en restant dans l'esprit le plus large d'équité et de progrès. On voit donc cette recherche d'équilibre entre le développement d'une activité nouvelle et prometteuse, mais la nécessité en même temps de garantir la sécurité. On commençait déjà à percevoir aussi l'intérêt de l'aviation pour tout ce qui était transport en matière postale, transport de marchandises en matière postale, et on commençait à percevoir le fait que, eh bien, on allait à plus ou moins court terme pouvoir transporter des passagers. Le transport aérien commercial, il est très difficile à envisager avant 1914, parce que les avions ne peuvent emporter souvent qu'un pilote ou 2 personnes à la rigueur. Il progresse énormément pendant la Première Guerre, et donc en 1918, on a des bombardiers, par exemple, qui ont fonctionné pendant la guerre, comme le Breguet 14, et puis d'autres qui ont été conçus pour être des bombardiers, mais qui arrivent trop tard, comme le Farman Goliath, et donc que l'on convertit pour le transport civil, parce qu'il y a des visionnaires, que ce soit Henri Farman ou Pierre-Georges Latécoère à Toulouse, et ces gens-là pensent que l'avenir, c'est le transport aérien. Les premières liaisons aériennes commerciales internationales voient le jour en Europe entre Paris, Londres et Bruxelles dès le printemps 1919.
Les règles juridiques et techniques encadrant cette nouvelle activité sont définies la même année lors de la Convention de Paris. Alors, le contexte dans lequel s'établit la Convention de Paris relative à la navigation aérienne est clairement marqué par l'immédiat après Première Guerre mondiale. Ça va s'appuyer sur tous les travaux et les discussions qui ont été menés antérieurement, mais ici, il y a peut-être eu aussi la volonté d'utiliser le contexte particulier du traité de Versailles qui a permis de réunir aussi tous les représentants des États intéressés avec une très forte dimension internationaliste qui va marquer également ce que l'on va retrouver par la suite dans la Société des Nations. Les travaux qui ont lieu dans cette commission annexe du traité de Versailles vont déboucher sur la rédaction de la Convention elle-même et sur la mise en place des instruments qui sont destinés à la faire vivre, la Convention, et notamment sur la Commission internationale de navigation aérienne, la CINA. La cheville ouvrière de ces travaux de la Convention internationale sera Albert Roper. Albert Roper travaillait pour la défense aérienne, pour l'armée de l'air, et il a été chargé d'organiser ces premières réunions, de contacter l'ensemble des participants intéressants et d'arriver à trouver avec eux de bons accords. Il s'y est donné corps et âme et ça va devenir réellement l'œuvre de sa vie. Alors, les grands principes de droit définis dans la Convention de Paris sont tout d'abord, on trouve tout d'abord l'article 1er de la Convention, qui est devenu depuis la pierre angulaire du droit aérien international. C'est-à-dire le principe de souveraineté aérienne, c'est simplement la reconnaissance du droit pour tous les États d'interdire l'accès à leur espace aérien. Et donc la souveraineté aérienne, c'est le principe d'interdiction, mais c'est aussi le principe de réciprocité et le principe de l'échange. Un autre apport important de cette convention de 1919, c'est l'article 2 sur le droit de passage ou le droit de survol inoffensif, c'est-à-dire que les États contractants s'accordent en temps de paix le droit de survoler sans y atterrir le territoire des autres parties à la Convention de Paris. Alors ce droit a un intérêt principal, c'est qu'il permet d'établir des liaisons aériennes entre les États contractants sans avoir à obtenir l'accord préalable de chaque État survolé. Donc c'est un accord, ça permet d'accorder de manière multilatérale le droit de survoler pour pouvoir tout simplement faciliter l'établissement de relations aériennes internationales. Le texte de la Convention va prévoir qu'il faudra rédiger des annexes techniques précisant les conditions à remplir pour le vol. Et ces conditions, elles viseront la sécurité des appareils et de leurs pilotes, qu'on va garantir à travers une immatriculation de l'appareil, un certificat de navigabilité pour dire qu'il est apte au vol, et par la licence du pilote, et puis par le respect de ce qu'on pourrait appeler un code de l'air, comme des règles de la route, mais dans l'espace aérien, pour dire comment est-ce qu'on navigue dans l'espace aérien. L'un des apports essentiels de la Convention de Paris, au-delà des règles adoptées, c'est vraiment l'institutionnalisation de la CINA. Mais elle va vraiment créer une culture de sécurité commune et créer un référentiel général, technique, commun à l'ensemble des pays participants. Tout cela va se faire dans un cadre où il y aura une convergence internationale. Et c'est ça, moi, qui me semble le plus intéressant dans l'apport de la CINA. Encadré juridiquement au niveau international, le transport aérien naissant requiert la bienveillance des pouvoirs publics pour poursuivre son essor. Pour structurer ce transport aérien, les États sont omniprésents. Il y a un très fort volontarisme. Et donc, on a, chez tous les États, pas seulement la France, une vraie volonté politique de donner un cadre. À partir du milieu des années 1920, l'aviation civile s'affirme encore plus, puisque désormais on va utiliser des avions spécifiquement dédiés à l'aviation civile, et donc mieux adaptés, et on peut offrir aux passagers un confort plus important. C'est le triomphe des ports aériens terrestres, comme le Bourget, comme Tempelhof, comme d'autres, qui offrent des pistes en dur désormais, et donc beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de régularité dans le transport aérien, avec des vrais tours de contrôle, etc.
On a des avions civils maintenant qui ont 2, 3, 4, voire 6 moteurs. Donc on change d'échelle. Les années 30 aussi, c'est la naissance d'Air France, et qui offre des possibilités de se déplacer à l'autre bout du monde, jusqu'en Indochine, Saigon par exemple, où en peu de jours on peut rejoindre l'extrémité orientale de l'Empire colonial français. L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale brise les ailes d'une aviation civile alors en pleine expansion. Le ciel se retrouve momentanément soumis à la loi du plus fort. Le 7 novembre 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée, 54 nations se réunissent à Chicago sous l'égide des États-Unis afin de s'accorder sur une convention internationale en matière de transport aérien. Le contexte historique de cette convention est légèrement différent, même si on est également dans un contexte d'après-guerre, est légèrement différent de celui de la Convention de Paris. Les potentialités économiques de développement du transport aérien ne font à cette époque-là plus aucun doute. Alors qu'en 1919, on en était vraiment sur des anticipations et des perspectives. En 1944, on en est certain. À partir de 1945, c'est le règne aussi du quadrimoteur, du long courrier, en toute sécurité, et qui permet donc de relier les continents. Et parmi les plus connus, les plus emblématiques, on a le Constellation, et bien sûr le DC-4 aussi. Ces avions ont des autonomies considérables. C'est vraiment là que les vols transatlantiques se démocratisent ou deviennent réguliers, et qu'on traverse l'Atlantique en 16 heures, sans escale, entre Londres et New York, ou Paris et New York, etc. Et il y a des intérêts commerciaux évidents à un bon développement du transport aérien, mais aussi conçus comme un moyen de rapprocher les peuples. C'est l'image aussi du commerce traditionnel, de dire le commerce, ce sont des échanges. Les échanges, c'est la compréhension mutuelle. La compréhension mutuelle, c'est le rapprochement des peuples. Et c'est, pour reprendre l'expression qui est employée, un vecteur de paix. Et donc la Convention de Chicago va répondre à ces deux objectifs en se donnant comme objectif global le développement sûr et ordonné du transport aérien mondial. Dans la Convention de Chicago, il y a la mise en place de l'organisation, l'OACI, avec son conseil permanent, avec son secrétariat général, et puis il y a aussi, comme ça avait été le cas pour la Convention de Paris, le modèle global reste le même, il faut préparer des annexes. Et donc le travail sur les annexes ne va pas attendre la ratification par les États et la mise en place de l'organisation elle-même. On va commencer tout de suite à travailler sur les annexes et même à en publier un certain nombre le plus rapidement possible. Le cadre fixé par la Convention de Chicago va permettre la libre circulation des aéronefs au sens, c'est à dire, technique. C'est-à-dire que la Convention et le respect de ses annexes va garantir qu'un aéronef peut survoler un territoire sans risquer d'y causer de problèmes de sécurité. Mais en même temps, la Convention rappelle la souveraineté des États sur leur espace aérien. La Convention de Chicago n'induit pas la liberté du commerce international. Cette liberté de commerce, pourtant, elle va y réfléchir. Et dans les travaux annexes à la Convention, les délégués vont proposer deux accords. Le premier, l'accord dit de transit, qui permet le droit de survol et le droit d'escale technique, parce que les deux sont intrinsèquement liés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager d'autoriser un aéronef à survoler son territoire sans lui permettre d'atterrir en cas de difficulté, en cas de problème technique. L'accord de transit, il va être signé, il va être ratifié par beaucoup d'États. Et il est mis en œuvre partout dans le monde. La liberté de survol existe, même avec des vols commerciaux. Par contre, l'accord de transport ne sera pas ratifié. Et donc tout le réseau d'accords bilatéraux que l'on avait entre 1919 et la Seconde Guerre mondiale a continué de perdurer et s'est même développé par la suite après l'entrée en vigueur en 1947 de la Convention de Chicago. Chicago en tant que tel, ça a été le succès de l'institutionnalisation dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, dans le contexte renouvelé de l'universalisme dans le cadre des Nations Unies, parce que l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale dépend désormais des Nations Unies. Pour autant, elle ne fait pas table rase du passé.
la CINA avait fait un travail considérable sur l'harmonisation technique internationale, sur la compréhension des problèmes techniques et sur les échanges entre les différents pays. Et pour illustrer qu'on va s'inscrire dans la continuité de la CINA, on va choisir comme première secrétaire général de l'OCI et auparavant comme secrétaire de l'organisation provisoire, le même Albert Roper, celui qui avait été la cheville ouvrière de tous les travaux de la CINA, eh ben c'est lui qui va reprendre aussi les travaux de l'OACI. Et ce n'est pas neutre, c'est bien sûr parce que l'OACI, elle s'inscrit dans l'histoire de la CINA. Établie à Montréal depuis 1947, l'Organisation de l'aviation civile internationale regroupe aujourd'hui 193 pays signataires de la Convention de Chicago. À travers son réseau de représentation régionale, l'OACI s'assure de la mise en œuvre et du contrôle des règles adoptées au niveau mondial. En Europe notamment, elle collabore activement avec la Conférence européenne de l'aviation civile, Eurocontrol et l'Agence européenne de la sécurité aérienne. 100 ans après son acte fondateur, la Convention de Paris, de nouveaux défis technologiques et enjeux internationaux font que le droit aérien international se révèle plus vivant que jamais. Alors, avant l'avenir, il y a le passé très proche ou le présent qui est déjà très différent de celui de l'époque où la CINA puis l'OACI ont été créés, avec deux sujets très importants qui se sont rajoutés, qui sont d'une part l'apparition du terrorisme et puis la réglementation environnementale. Et puis, il y a le présent ou le futur proche, c'est le changement climatique. Et le changement climatique a donné lieu à des débats considérables. Et finalement, l'OACI s'est engagé dans quelque chose qui n'existe dans aucun autre secteur d'activité, qui est une réglementation mondiale sur les émissions carbone. Les États se sont engagés à ne pas émettre plus que les émissions de l'année 2020. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone 2020. C'est le mécanisme qui s'appelle le CORSIA, mais dès maintenant, un grand nombre d'États, représentant environ 80% des émissions de CO2 de l'aviation, se sont engagés dans une démarche volontaire qui débute l'année prochaine. Et puis après, il y a du futur un peu plus éloigné. Côté risque terroriste et sécurité générale, c'est tous les domaines cyber. Nos appareils sont de plus en plus informatisés, on a plus en plus de contacts automatiques entre le sol et le bord. Et évidemment, il ne faut pas qu'on puisse prendre le risque d'avoir le moindre virus ou la moindre prise de contrôle dans ces domaines-là. C'est tout le domaine des drones. Alors pas forcément les petits drones, parce que l'OACI c'est international, les petits drones ils ne sont pas faits pour passer les frontières. Mais quand on pense au transport de passagers, voire même le taxi aérien, il y a des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants. Et puis enfin, il y a le spatial. Et le spatial, on commence à le voir apparaître, on commence à parler de tourisme spatial. On commence à imaginer des machines qui pourront faire un vol suborbital. Tout ça, c'est plus que de la planche à dessin. On commence à aller relativement loin, on a des premières expériences qui commencent à fonctionner. Et cette industrie, elle va devoir coexister avec l'industrie aéronautique classique. Et puis il y a le spatial de grande altitude, le monde des satellites. Celui-là, il est coupé de l'aviation. En revanche, l'aviation ne fonctionnerait plus sans les systèmes de positionnement, de GPS, etc. C'est un enjeu essentiel de la sécurité des systèmes futurs. C'est un très gros challenge qui aura des conséquences qui seront toutes discutées à l'OACI. Tout ne se passe pas à l'OACI, mais même si tout ne se passe pas à l'OACI doit avoir une conscience approfondie de tous ces sujets.